Olympiques, la fête a commencé à Los Angeles. 12 épreuves aujourd'hui. En direct de la capitale olympique, avant l'avalanche quotidienne des résultats, les dossiers de fond du sport de haute compétition, commercialisation et dopage. Invité de ce journal, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, l'ancien champion olympique Alain Calmat. La mort d'un héros de la résistance, le colonel Rémy, s'est éteint à Guingamp, il avait 79 ans. Israël, le chef travailliste Shimon Peres à la recherche d'une coalition grâce au soutien du général Weizmann. Le prix du pain en hausse, 5 centimes de plus pour la baguette à partir du 1er août. Bonsoir. L'image est devenue classique, elle est toujours aussi émouvante et symbolique. La dernière étape de la torche d'Olympie, brandie par l'ancien champion américain du décathlon, Rafer Johnson. La flamme va brûler sur Los Angeles pendant 15 jours. Elle a été allumée la nuit dernière au Memorial Coliseum, l'un des stades où vont se dérouler les Jeux, à l'issue d'une cérémonie de 4 heures où l'Amérique mit le meilleur d'elle-même. L'enthousiasme, la gaieté, l'émotion aussi, et une superbe mise en scène made in Hollywood. Gérard Rolls, vous avez vécu cette cérémonie en direct. À vos côtés, Alain Calmat, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. Bonsoir, Monsieur Calmat. Vous avez donc vécu tous les deux cette ouverture. Quelle impression, Gérard Rolls? Bon, peut-être demander tout de suite au ministre, en quelques mots, vous avez vécu cette cérémonie? Oui, c'est une cérémonie tout à fait exceptionnelle. J'ai vu beaucoup de cérémonies d'ouverture. Celle de Los Angeles est une des très très bonnes cérémonies. Vous aviez porté la flamme même à Grenoble en 68. Absolument. Lorsque j'ai vu Rafer Johnson, ça m'a rajeuni un peu. Bien, alors Christine, bon, ce qui m'a marqué, bien, c'est d'abord le cadre, l'arène, cette arène antique qui avait déjà servi en 32 et qui a été utilisée encore cette fois. La chaleur aussi, non seulement le soleil californien, mais également la chaleur des cœurs. 88 000 personnes qui ont participé à cette cérémonie. C'était plus qu'une cérémonie. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un véritable spectacle, un show à l'américaine. Il y avait tout. Il y avait la musique, la danse, les chansons, les gadgets. Alors, je vous propose de revoir les deux images qui m'ont particulièrement séduite, c'est-à-dire l'homme gadget et puis ces drapeaux lorsque le public lui-même a participé à cette grande fête de la cérémonie d'ouverture de la 23e Olympiade. C'est donc ce que nous allons voir maintenant avec Vincent Guérard. La plus belle image peut-être de cette cérémonie. Le Coliseum couvert d'une mosaïque de drapeaux. Les drapeaux des 139 nations participantes reconstitués par les spectateurs eux-mêmes. Une mise en scène tout à fait dans la tradition hollywoodienne. Superproduction destinée à un très large public. 2,5 milliards de téléspectateurs. Maintenant, l'image la plus surprenante. Un homme volant présent simplement pour le spectacle. Murmure d'admiration dans l'assistance, effet de surprise réussi. Ce n'est certainement pas le dernier. 140 pays participent à cette 23e Olympiade, une participation record qui n'efface pas bien sûr l'absence de 16 pays qui, à l'instar de l'Union soviétique, ont décidé de priver leurs athlètes et le sport mondial de leur présence. Ce sont eux les perdants, a déclaré le président Reagan. Le public de Los Angeles, en tout cas, ne s'y est pas trompé, qui a fait une formidable ovation à la délégation du seul pays de l'Est présent, la Roumanie. La télévision et la presse soviétique, eux, ont réservé à leur opinion publique une toute autre vision de Los Angeles. Patrick Montel. Formidable ovation pour la délégation roumaine à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Les spectateurs du Coliseum de Los Angeles ont salué à leur manière la seule nation ayant signé le pacte de Varsovie qui participe à la 23e Olympiade. Autre son de cloche à Moscou, la télévision a proposé aux soviétiques des images qui mettent en évidence l'insécurité qui règne en Californie.
Les commentateurs soviétiques parlent même d'une atmosphère de chauvinisme et d'une luxuriante débauche commerciale. Atmosphère chauffée, selon eux, par une campagne anti-soviétique haineuse entretenue par les médias américains. Utilisation également du sanglant fait divers de San Diego pour décrire le climat de violence qui aurait mis en péril la sécurité de leurs athlètes. La Pravda, quant à elle, met l'accent sur les manœuvres politiques de Reagan pour utiliser les jeux. Des caricatures montrent le président des États-Unis déguisé en cow-boy tirant sur la colombe de la paix ou à cheval d'arçon sur un missile nucléaire. En France, la fête olympique va battre son plein sur Antenne 2. Notre chaîne, vous le savez, vous permet de vivre en direct depuis la nuit dernière les événements de Los Angeles. Toutes les nuits donc, retransmission des épreuves marquantes de la journée et tous les matins de 8h à 9h, pour ceux qui ne peuvent pas veiller aussi tard, un résumé haut en couleur. À Los Angeles, il est maintenant 11h05 du matin et les choses sérieuses vont commencer. 12 épreuves sont au programme de cette première journée. Vincent Gerhardt nous en annonce l'essentiel. Le Français Bouvatier a une chance sur 190 km, de même que Gianni Longo, mais attention à l'américaine Carpenter. Début du tournoi par équipe. Peu d'espoir pour les Français, mais une bonne préparation pour les concours individuels. Entrée en lice de Michael Gross, l'Allemand de l'Ouest, sur 200 mètres nage libre, un des seuls Européens à pouvoir contester la suprématie américaine. Les Roumains devraient profiter de l'absence des autres pays de l'Est, notamment de l'URSS et de la Bulgarie. Les meilleurs ne sont pas là. 430 boxeurs se disputeront 12 titres sur 15 jours, du jamais vu. Combat très âpre en perspective, toujours pour les mêmes raisons, absence soviétique et cubaine. Enfin, premier match de l'équipe de France de football contre le Qatar avec José Touré à sa tête. Pourquoi ne pas faire aussi bien que l'équipe de Platini? Course à la médaille d'or pour Michel Carrega à la fosse olympique, seul titre manquant à son palmarès. Rendez-vous pour ces deux derniers événements demain après-midi dans Sport Été. Alors des Français sont déjà à la tâche. Aujourd'hui, Gérard Holtz, est-ce que vous avez des premiers résultats à nous annoncer? Oui, quelques petits résultats, Christine. D'abord en natation, Sophie Camoun, dans la première série ce matin éliminatoire, a battu le record de France du 100 mètres nage libre en 57,49. Malheureusement, c'est le 11e temps seulement sur l'ensemble des qualifications. Et puis, il y a un record olympique qui est tombé ce matin dans le bassin de UCLA. Le 100 mètres brasse, l'américaine John Moffett a réalisé 1,02,16. En ce qui concerne donc la course féminine maintenant sur route en cyclisme, sachez qu'il y a 6 jeunes femmes détachées, dont la française Gianni Longo. Merci Gérard. Nous aurons peut-être l'occasion à la fin du journal de revenir sur cette épreuve précise. Alors Alain Calmat, vous êtes à Los Angeles à un double titre. Vous êtes ancien champion olympique de patinage artistique, personne ne l'a oublié. Champion Et du puis monde, Christine. vous êtes aussi depuis... Champion du monde. Champion du monde. Et vous êtes aussi Champion du monde, oui, il est. depuis lundi dernier, vous êtes donc le ministre de la Jeunesse et des Sports. Alors, est-ce que vous êtes optimiste pour les athlètes français qui sont engagés dans ces Jeux ou vous vous gardez d'un cocorico prématuré? Non, je ne pense pas qu'il faille d'emblée pousser un cocorico. Je peux simplement dire que les athlètes français sont en bonne forme, le moral est bon, d'après tous les bruits que j'ai pu avoir depuis le village olympique que je vais aujourd'hui visiter dans la soirée. Je pense que les athlètes français sont vraiment décontractés et ils savent qu'il faut donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont été recrutés sur des critères assez sévères et ce sont des athlètes qui peuvent défendre de façon tout à fait honorable les chances de la France. Et vous, Alain Calmat, vous vous sentez encore dans la peau d'un athlète, là, ou vous vous sentez déjà ministre? Oh, je crois que les deux sont compatibles. Je suis ici, bien entendu, au titre de ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est-à-dire pour prendre connaissance de tous les problèmes qui peuvent se poser aux athlètes et répondre ultérieurement à leurs besoins et leurs demandes. Mais je suis aussi ici pour les soutenir et à la fois ma position de ministre de la Jeunesse et des Sports et celle d'ancien champion peut peut-être leur apporter quelque chose et c'est pour cela que je serai très près d'eux. Henri Courtine, le chef de la délégation française, a prévu 25 médailles pour les Français. Vous ne trouvez pas que c'est un peu audacieux quand même? Écoutez, je n'ai pas fait le compte des possibilités françaises. Je sais que dans plusieurs disciplines, nous sommes bien placés. Je connais suffisamment la compétition pour savoir qu'une médaille est rapidement ratée ou au contraire inespérée.
Mais ce qu'il faut surtout, c'est que les athlètes fassent ce qu'ils ont à faire. J'ai l'impression, d'après les différentes discussions que j'ai pu avoir avec les cadres et la direction des sports, que nous sommes pas mal placés. Et le nombre de médailles, je ne m'avancerai pas dessus parce que je n'avais pas jusqu'à maintenant étudié de façon précise les possibilités de médailles. Je sais qu'elles ne sont pas négligeables et j'espère qu'elles seront les plus nombreuses possibles. Aux Jeux Olympiques à Innsbruck, vous aviez craqué, tout le monde s'en souvient, une grande partie peut-être du public s'en souvient. Les Français craquent parfois pendant la compétition, on a appelé ça le syndrome du perchiste. Alors est-ce qu'en tant que ministre, médecin et ancien champion, vous avez un conseil à leur donner? Non, je n'ai pas de conseil à leur donner. J'avais craqué, malgré tout, j'avais quand même eu la médaille d'argent et j'espère que nous aurons beaucoup de médailles d'argent. Et d'or, bien entendu, je voudrais simplement leur dire de faire ce qu'ils ont à faire, d'aller au maximum de leurs possibilités et les résultats arriveront. Alors il y a un homme qui ne craque pas en ce moment, c'est la vedette de l'athlétisme et en particulier de l'athlétisme aux États-Unis. Il s'appelle Carl Lewis. C'est la star des stars. Il tente cette année à Los Angeles un pari fabuleux, essayer de remporter 4 médailles d'or en athlétisme. Je propose de voir d'un peu plus près cet homme, de le découvrir, ce jeune homme de 23 ans qui porte sur ses épaules tous les espoirs de l'Amérique. Carl Lewis, 23 ans, 1m88, 80 kg. La star des stars de l'athlétisme moderne. L'année dernière à Helsinki au championnat du monde, victoire sur 100 mètres, victoire dans le relais 4 fois 100 mètres, victoire également au saut en longueur. Carl Lewis, le roi de la piste. C'est vrai, je vais vite, c'est un don du ciel, j'en ai conscience, mais cela ne m'empêche pas de m'amuser. Carl Lewis vit à Houston, au Texas, mais sa carrière a commencé dans le New Jersey, où ses parents entraînent encore des jeunes dans un club d'athlétisme. Aujourd'hui, son coach, son entraîneur, c'est Tom Tellez de l'université de Houston. En 1983, aux championnats nationaux américains à Indianapolis, triple victoire pour Lewis. 100 mètres, longueur, 200 mètres. Et dans le 200 mètres, justement, il termine les bras en l'air. Il est à 3 centièmes du record du monde. Incroyable. Irrésistiblement, Carl Lewis fait penser à Jesse Owens, la grande vedette américaine des Jeux de Berlin en 1936. Jesse Owens, qui avait gagné 4 médailles d'or. Le 100 mètres, le 200 mètres, le relais 4 fois 100 mètres et la longueur. Comme Jesse Owens, j'essaie de faire le mieux, c'est-à-dire de rester moi-même. Quand je suis content, je souris. Quand je suis triste, je fronce les sourcils. C'est pareil, si je suis heureux de voir quelqu'un, je saute en l'air, sinon je reste dans mon coin. Je veux rester moi-même et en général, les gens s'en rendent compte. Lorsqu'il n'est pas sur une piste d'athlétisme, Carl Lewis apprend le métier de journaliste dans la station de télévision KTRK de Houston. Il veut devenir journaliste sportif. Bob Allen, l'un des présentateurs vedettes de la station, lui donne quelques ficelles pour mieux apprendre son métier et enregistrer ses commentaires. Carl Lewis habite actuellement dans une vieille maison victorienne. Quelques amis vivent avec lui. Il adore les jeux vidéo, les disques, les antiquités aussi. Il y en a beaucoup dans la maison. En revanche, la voiture est tout ce qu'il y a de plus moderne, pratique, rapide. En plus, il y a le téléphone à bord. Carl Lewis ne pratique pas seulement l'athlétisme. En ce moment, pour se détendre, il préfère le tennis. C'est son problème essentiel. S'entraîner, bien sûr, mais surtout rester décontracté. Alors il prend du bon temps, comme on dit aux États-Unis, en promenant Natacha, la petite chienne que lui a offert sa sœur Carole. 4 médailles d'or en athlétisme, c'est le but fantastique que s'est fixé Carl Lewis pour ces Jeux Olympiques de Los Angeles. Si je gagne 4 médailles, ce sera extraordinaire, mais il répète, gagner c'est bien, s'amuser c'est mieux. Les Jeux Olympiques de Los Angeles, en fait, c'est une grande première. Je ne me trompe pas. Bien sûr, il y a eu les Jeux en 1932 ici. Je veux dire que c'est une innovation dans le sens où, pour la première fois, c'est un comité d'organisation privé qui s'est occupé de prévoir tout ce qui était possible ici. Au départ, le comité olympique a dit pas question. Ensuite, les négociations ont duré pas mal de temps, plusieurs mois. Finalement, le comité olympique a accepté.
Et Los Angeles a donc organisé ces Jeux. Business is business, disent les Américains. Voilà rapidement, en quelques images, comment les choses se sont passées ici. En fait, Los Angeles était la seule ville candidate pour organiser ces Jeux Olympiques de 1984. Les JO, cela coûte cher, alors Los Angeles avait dit « Laissez-nous créer un comité d'organisation qui fonctionnera comme une entreprise privée sous la baguette d'un homme d'affaires choisi par nous, Peter Ueberroth. » C'était contraire à la charte olympique, les négociations ont duré 7 mois. Finalement, les responsables olympiques ont accepté. Le gouvernement ne finance pas le baseball ni le football américain, donc les contribuables ne doivent pas financer les Jeux Olympiques. Très habile, Peter Ueberroth. Il avait besoin d'un vélodrome, un sponsor, une chaîne de magasins a donné l'argent, 40 millions de francs. Il lui fallait une piscine olympique, un spécialiste mondial du hamburger l'a construite pour 70 millions de francs. La ville n'a pas dépensé un cent, en plus, les nouvelles installations vont lui revenir après les Jeux. Astucieux, non? Notre but était de construire seulement ce dont nous avions besoin. Par exemple, nous n'avons pas construit de village olympique. En effet, nouvelle astuce du comité d'organisation, les athlètes sont logés dans les grandes universités californiennes. On ne construit rien, donc on fait des économies. Résultat, un budget olympique exemplaire. Moscou avait coûté 90 milliards de francs, Los Angeles seulement 5 milliards. La moitié des recettes vient des droits de télévision. Les sponsors qui utilisent les Jeux pour leur publicité apportent 25% de la recette. Le reste vient de la vente des billets. C'est vrai, les Jeux Olympiques ont un parfum commercial, mais c'est vrai aussi, il n'y aura pas de déficit. La commercialisation donc à Los Angeles paraît poussée à l'extrême, mais vous êtes bien d'accord, Alain Calmat, l'olympisme sans argent, ce n'est plus possible et c'est hypocrite. Oui, je pense qu'il faut maintenant se mettre dans les conditions de notre époque. Il est bien entendu que les Jeux Olympiques de 1984 n'ont rien à voir avec les Jeux Olympiques de 1896. Et ce qu'il faut, c'est avant tout essayer de sauver l'éthique sportive, c'est-à-dire la moralité du sportif et du sport en général. Mais les problèmes d'argent, si vous voulez, doivent être réglés de façon normale, qu'il y ait bien entendu une charte olympique qui permette de contrôler tous ces problèmes, mais il faut se mettre au bout du jour, et je pense que maintenant, le Comité international olympique en est parfaitement conscient, et qu'il faut lui faire confiance pour régler tous ces problèmes. Alain Calmat, vous avez déjà dit votre enthousiasme pour que les Jeux Olympiques aient lieu à Paris en 1992. Alors est-ce que vous seriez favorable à une telle commercialisation de ces Jeux en France ? Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les Jeux Olympiques de Los Angeles se sont passés dans des conditions particulières puisqu'ils étaient seuls candidats. Il est évident que le Comité international olympique a dû faire des concessions peut-être un peu excessives, mais que pour les Jeux Olympiques futurs, en particulier ceux de 1992, étant donné qu'il y a déjà trois candidatures, enfin je peux dire qu'il y a une candidature française, j'espère que la candidature française va bientôt être annoncée, le Comité international olympique va pouvoir peut-être donner un certain nombre d'indications et en tout cas peut-être mieux contrôler les problèmes commerciaux. Alors je crois que chaque Jeux Olympiques ont leur propre personnalité. Les Jeux Olympiques de Paris ne seront peut-être pas comparables sur le plan de l'investissement financier privé, bien que je ne sois pas contre, si vous voulez, a priori, mais ça n'est pas mon problème. En fait, c'est le problème de la ville de Paris. Nous sommes, nous, en tant qu'État, solidaires, bien entendu, et de l'organisation des Jeux Olympiques, nous y participerons et nous ferons tout pour qu'ils aient lieu, mais le financement propre de la ville de Paris n'est pas notre problème. C'est quand même la première fois, Alain Calmat, ici à Los Angeles, qu'un comité d'organisation fait des bénéfices pratiquement. Alors ça peut être tentant quand même, non ? Oui, mais si vous voulez, je ne pense pas que ce soit la seule façon de faire des bénéfices. Chaque cas est particulier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le contexte de la désignation des Jeux de 1992 n'est pas du tout le même que celui des Jeux de 1984. Et les montages financiers doivent être organisés, doivent être montés de façon différente. Et je ne pense pas qu'il y ait un modèle qui est celui des Jeux de Los Angeles.
Alain Calmat, Alain Calmat, dans les préoccupations des organisateurs des Jeux, dans les préoccupations des athlètes et de leurs entraîneurs, il y a l'argent, il y a aussi le dopage. Le dopage dans le sport de compétition depuis l'Antiquité, c'est une réalité qu'il ne faut pas voiler. Et aujourd'hui même, 2 haltérophiles canadiens ont été disqualifiés pour dopage. Alors, quand vous étiez vous-même dans la compétition, Alain Calmat, comment avez-vous vécu ce problème du dopage? Écoutez, moi, je n'ai pas eu à le vivre directement, car dans le patinage artistique, il n'y avait pas de problème de dopage. Je crois que Maurice Herzog s'était particulièrement attaché au problème du dopage. Cela avait fait avancer pas mal les choses en France. Je m'y attacherai moi-même lorsque je prendrai connaissance exactement de ce dossier avec les médecins du sport responsables en France. Ce que je peux simplement indiquer, c'est que je suis parfaitement contre le dopage. Alors les méthodes de dopage deviennent de plus en plus sophistiquées, mais les moyens de détection aussi. Ainsi, à Los Angeles, des laboratoires spécialisés ont longuement travaillé la question. Claude Gagnère. L'an dernier, aux Jeux panaméricains de Caracas, lorsqu'on annonçait pour la première fois dans cette compétition qu'un contrôle antidopage serait effectué sur les premiers de chaque épreuve, 11 athlètes se retiraient et quittaient le pays prétextant des maux de gorge. D'autres restaient en dessous de leurs possibilités et traînaient la chaussure. 17 étaient disqualifiés après un test positif et 8 suspendus à vie. Le comité international olympique annonçait, à Los Angeles pour les Jeux, le contrôle antidopage sera encore plus sophistiqué. Sous le coup de ce monstre, le débat était relancé, avec ces 2 questions. Les stéroïdes et anabolisants confèrent-ils un avantage à ceux qui les prennent, et si oui, est-ce que se doper c'est tricher? Si aucune enquête scientifique à ce jour ne répond définitivement à la première question, les dopants procurent-ils un avantage? Pour les athlètes et les médecins qui les entourent, il n'y a pas d'hésitation. Je crois qu'il serait malséant de nier les avantages procurés par les stéroïdes anabolisants. Je crois que c'est net. S'il y a une contestation il y a assez longtemps, les expérimentations maintenant sont suffisantes pour en apporter la preuve. Mais ils sont dangereux. Pour le comité international olympique, que les drogues soient dangereuses ou pas est sans signification. L'essence du sport, c'est de mesurer les performances naturelles des hommes. Utiliser des drogues pour obtenir un avantage non naturel, c'est corrompre le propos du sport et les individus qui s'y livrent. Le CIO a interdit le dopage et pour le prévenir, au prochain jeu, UCLA, l'université publique de Los Angeles, se doter du laboratoire le plus puissant au monde et qui pourra détecter des substances aux proportions d'1 milliardième. Comme image de comparaison, si l'on verse dans une piscine de 50 mètres une cuillère à thé de sucre et que l'on brasse l'eau, à l'autre bout de la piscine, en prélevant une éprouvette d'eau, l'ordinateur détectera le sucre. Un super laboratoire que beaucoup d'athlètes craignent, d'autant qu'il a été dit qu'il pourrait déceler la présence de stéroïdes pris il y a plus de 3 mois. Mais ça, c'est moins sûr. Ça dépend beaucoup du produit. Dans quelques cas, oui. Ça dépend aussi du type de la substance, combien l'athlète en a pris, régulièrement ou épisodiquement. Ça dépend encore de l'individu, de ses caractéristiques. En fait, cela varie largement et il n'y a pas une réponse générale. Il y a aussi que les progrès de la science des stimulants sont quotidiens et qu'à part les produits nouveaux, non encore sur la liste noire du comité olympique, il y a aussi ceux qui sans doute sont indétectables. Il est certain que toutes les substances ne peuvent pas être retrouvées, même par ce super laboratoire qui doit être un joyau, sans doute. Le super laboratoire de UCLA aura-t-il empêché les athlètes de prendre des stimulants? Sans doute, pour un moment, le temps des Jeux. On fait remarquer par exemple que les athlètes de l'Est, qui ne sont pas à Los Angeles, sont en train de battre des records du monde qui seront homologués sans contrôle antidopage. Par ailleurs, les règles du comité olympique s'opposent aux lois américaines qui garantissent la liberté individuelle et le droit de faire ce que l'on veut de son corps. Elles ne seront pas généralisées aux États-Unis et après les Jeux plus appliquées. À l'esprit olympique s'oppose de plus en plus le professionnalisme et le business. Et le comité des Jeux est accusé de trop de rigidité. Dans d'autres laboratoires, on continue à chercher les substances miracles. Aujourd'hui, donc, 2 haltérophiles canadiens soumis au test ont été disqualifiés
pour dopage. Merci Alain Calmin, merci Gérard Rolls. Nous vous retrouverons peut-être tout à l'heure si nous en avons le temps. Mais n'oublions pas qu'au-delà de Los Angeles, l'actualité suit son cours. Un cours ralenti sur le plan politique en France, avec pourtant 3 déclarations qui alimentent la controverse sur le projet de référendum. Le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, se déclare contre le projet. Selon lui, je le cite, le pays et le peuple ne comprennent plus rien à cette querelle de mandarins et à cet imbroglio parisien. Jean-Marie Le Pen a par ailleurs annoncé la présence d'un candidat de son parti à la législative partielle qui aura lieu à l'automne dans le Puy-de-Dôme, dans la circonscription où se présentera Valéry Giscard d'Estaing. Invité de Radio Monte-Carlo tout à l'heure, le président du groupe RPR au Sénat, Charles Pasqua, a expliqué une nouvelle fois l'opposition du Sénat au projet de référendum, en rappelant que la Haute Assemblée était favorable à l'organisation d'un référendum sur l'enseignement privé. Réplique de Roland Dumas, le porte-parole du gouvernement: dans l'état actuel de la Constitution, tous les juristes consultés, dont ceux de l'opposition, sont d'accord. Rien ne permet d'organiser un référendum sur l'école privée. Il faut d'abord modifier l'article 11 de la Constitution, comme le propose le chef de l'État, dit M. Dumas. Mercredi prochain, 1er août, une date qui sera celle de plusieurs hausses. La hausse du prix de la communication téléphonique, des tarifs de la RATP et aussi du prix du pain. La baguette coûtera 5 centimes de plus. Laurent Carenzo. La baguette augmentera à partir de mercredi de 5 centimes, passant de 2,50 francs à 2,55 francs. Le pain de 400 grammes, lui, voit son prix progresser de 10 centimes à 3,65 francs. Toutes les fabrications pâtissières et boulangères augmentent de 2,5%. Cette hausse peut être considérée comme normale puisqu'il s'agit d'ajuster le prix du pain à l'évolution du coût de la vie. Le problème, c'est qu'elle intervient après le double coup de massue de l'augmentation de l'essence et du téléphone qui n'avait pas grand-chose à voir avec un réajustement. Il s'agissait essentiellement de trouver de l'argent pour le budget de l'État. En revanche, la hausse des tarifs de la RATP, 5% en moyenne à partir du 1er août, fait partie des augmentations saisonnières tout à fait prévisibles. Si l'EDF ne devrait pas bouger, en revanche, l'essence risque de connaître une nouvelle augmentation dans le courant d'août, cette fois de 10 centimes. Bref, un train de hausse peut toujours en cacher un autre. L'interdiction d'utiliser les cartes de crédit à l'étranger est bientôt levée, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'économie et des finances, Pierre Bérégovoy, sans toutefois préciser de calendrier. Voilà près d'une semaine qu'ils ont voté et les Israéliens ne savent toujours pas qui sera leur prochain Premier ministre. Aucun des deux partis, vous le savez, ne dispose d'un nombre de sièges suffisant pour enlever la partie et les petites formations politiques font durer manœuvres et tractations. Shimon Peres, le chef du Parti travailliste, paraît pourtant en mesure maintenant de tenter sa chance puisque le général Weizmann semble lui accorder son soutien. Bernard Benjamin. Ministre pour former le nouveau gouvernement. Un gouvernement qui serait de toute façon extrêmement fragile, puisqu'en faisant le total de tous les partis qui formeraient cette coalition travailliste, on arrive à 59 députés favorables à Shimon Peres, sur un total de 120 à la Knesset. Mais les jeux ne sont pas encore faits, loin de là, puisque selon la constitution israélienne, le leader travailliste disposera de 2 délais de 21 jours pour former ce gouvernement. Son principal problème, faire coïncider les positions des religieux et celles des petits partis de gauche dont il a besoin, autant dire la quadrature du cercle. Pour la première fois en 3 semaines, accrochage armé aujourd'hui à Beyrouth entre miliciens druzes et morabitoun. Il y aurait 2 morts et 15 blessés. Le plan de réunification de la capitale libanaise se poursuit malgré tout. Il s'appelait Gilbert Renaud, l'histoire s'en souviendra sous le nom du colonel Rémy. Le héros de la résistance est mort ce matin à Guingamp à l'âge de 79 ans. Il devait y participer aux cérémonies du 40e anniversaire des combats du maquis breton de Plaisidie-Saint-Connan. Le capitaine Guégan m'a expliqué que le général de Gaulle avait lancé un appel de Londres adressé à tous les Français qui étaient en état de le rejoindre pour continuer la lutte contre l'Allemagne. Le colonel Rémy, de son vrai nom Gilbert Renaud, travaillait dans le cinéma lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate. Dès juin 1940, il gagne l'Angleterre, avant même l'appel du général de Gaulle, et s'engage à Londres sous le nom de Rémy, dans les forces françaises libres. 6 mois après, il fonde la Confrérie Notre-Dame, l'un des 2 premiers réseaux de renseignement. Au hasard des rencontres, il étoffe son organisation qui couvrira bientôt toute la France. Les passages et les coups de main des résistants se multiplient alors que la puissance allemande est encore à son apogée. En juin 1940, il est trahi.
Pour le contre-espionnage allemand et la Gestapo, il est l'homme à abattre. Faute de pouvoir l'arrêter, les Allemands s'en prendront à sa famille. Son frère et son oncle meurent en déportation. Organisateur né, viscéralement anti-nazi, attaché à la liberté et à la France, Rémy était l'un des meilleurs agents secrets de la résistance. Il était aussi l'un des fidèles du général de Gaulle. À la sortie de la guerre, il deviendra en tant qu'écrivain l'un des meilleurs historiens des années noires. Retournons à l'actualité sportive, le sport dont la capitale pour 15 jours est bien sûr Los Angeles. Alors Gérard Holtz, est-ce que vous avez un résultat encore à nous donner, peut-être sur les dames à vélo? Elles ne sont pas encore arrivées, Christine, elles sont dans le dernier tour, à peu près à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Et la bonne nouvelle, c'est que Gianni Longo, la française, fait toujours partie des 6 échappés. 6 jeunes femmes qui ont maintenant 2 minutes 30 d'avance sur le reste du peloton. Voilà. Et juste un mot sur la météo, ici, comme disent les marins et les skieurs, il fait une tempête de ciel bleu avec 30 degrés. Bravo, mais à Paris aussi, Gérard Holtz, merci. Nous vous retrouverons tout à l'heure avec toute l'équipe des sports d'Antenne 2 à minuit heure française pour suivre donc au fil de la nuit les principales épreuves de la journée. Un mot de sport encore avec le tennis. Henri Lecomte qui depuis quelques semaines était en grande forme. Henri Lecomte est déçu ce soir, il s'est fait éliminer par le Paraguayen Victor Pecci en demi-finale du tournoi de Kitzbühel. Et puis les résultats du tiercé d'Anguin, le 7, le 15 et le 12 rapportent pour 5 francs placés dans l'ordre de gros rapports, 30 991 francs. Pour 5 francs placés dans un ordre différent, 3 061 francs. Parlons maintenant du temps avec Laurent Boussier et d'abord des incendies qui malheureusement, comme c'est de rigueur dans cette saison, ravagent les Bouches-du-Rhône, Laurent. Oui, même si la situation dans les zones à haut risque d'incendie n'est pas plus préoccupante que les années précédentes, la liste des incendies, elle, commence à s'allonger. J'ai une dépêche sous les yeux, 1000 hectares de forêt détruits dans les Bouches-du-Rhône, alerte rouge sur l'Hérault, l'incendie de Trètes qui s'est déclaré jeudi dernier et qui a détruit plus de 1000 hectares de forêt. Il a fallu 1000 hommes, 4 Canadair, 2 DC-6 pour arriver en 48 heures à le circonscrire. Les régions de la Dordogne, de l'Ardèche et du Roussillon qui ne sont pas épargnées. Malheureusement, cette situation va continuer puisqu'il va continuer à faire très beau, très chaud, très sec et surtout venteux sur les régions proches de la Méditerranée, même si ailleurs ça se gâte. Regardons la carte du temps prévu pour cet après-midi. Je vous le disais, sur la Méditerranée, sur tout l'est du pays, encore beaucoup de soleil, malheureusement pour les pompiers, un vent de sud-est qui se renforce. Sur toute la moitié nord-ouest du pays en revanche, et dès le matin sur la Bretagne, des nuages, du soleil, de la chaleur en temps lourd et orageux, des orages qui seront nombreux et violents dans l'après-midi et en début de soirée de l'Aquitaine à l'Île-de-France. Les pressions sont en baisse, les températures, elles, sont en hausse. 31 degrés de moyenne sur la France avec 2 maximums, 35 degrés à Bordeaux, 35 degrés à Perpignan. Notre agenda pour terminer, demain c'est le lundi 30 juillet, le soleil se lève à 6h21, se couche à 21h32, moins 2 minutes de soleil et c'est la Sainte Juliette, ce qui est tout un programme. Ce soir à 23h05, c'est Hervé Claude qui vous présentera notre dernier journal et à partir de minuit, je vous le rappelle, nuit sportive sur Antenne 2 avec le résumé des principales épreuves de la journée à Los Angeles. Demain matin de 8h à 9h, vous avez rendez-vous avec la rédaction à nouveau pour un résumé de ces Jeux Olympiques, 12h45 comme d'habitude Antenne 2 midi et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée, très bonne nuit sur Antenne 2.